Bonjour tout le monde, ici Francis Parquet et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, une droite d'anthologie pour Deontay Wilder. Arslanbek Makhmoudov s'éternise comme jamais dans l'arène. Mathieu Germain lance un message fort. Naoya Inoue fait honneur à sa réputation et le début d'une nouvelle aventure pour New Era Fighting and Promotion. Et c'est avec plaisir que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, Deontay Wilder et Dominic Breazeale en sont enfin venus au coup après une promotion qui avait été extrêmement intense, mais le champion des poids lourds du WBC, lui, avait l'intention de faire ce cours dans l'arène. Ça a duré 2 minutes 17 secondes précisément pour mettre fin au débat. Une droite dont je vais me rappeler longtemps, un candidat très sérieux au knockout de l'année. Il faut dire que Breazeale lui a un peu ouvert la porte en y allant d'un uppercut de gauche au corps. Un boxeur de talent comme Wilder n'allait pas laisser passer plutôt l'occasion. Ouais, et Wilder a l'habitude de faire ça quand il y a un break, quand il y a une séparation de l'arbitre, quand l'arbitre sépare les deux boxeurs. Il a souvent l'habitude de revenir avec un 1-2 très rapide et il step dans son 1-2. Je ne sais pas si tu as vu la distance qu'il a couvert avec ses longues jambes. Là, il arrive à avancer la jambe très loin pour pouvoir mettre de la puissance avancée dans son coup. La droite a atteint la cible directement et c'est vrai que Breazeale était en train de lancer un coup au même moment. On le sait, quand tu lances des coups qui sont soit des crochets, soit des uppercuts, des coups qui sont avec un arc de cercle, ça arrive beaucoup moins vite qu'un coup en ligne droite, comme la droite qu'a lancé Wilder. Et ben écoute, c'est arrivé directement au menton parce que la main gauche n'était plus là. C'est une erreur de la part de Breazeale. Tu ne lances pas un crochet ou un uppercut de l'extérieur comme ça. Tu le lances quand tu es plus rapproché au corps à corps, quand tu es à l'extérieur, surtout quand tu as la taille de Breazeale, tu utilises ta portée, tu utilises tes longs bras, ton jab. Là, il a voulu y aller avec un crochet ou un uppercut, c'était un espèce de mélange des deux. Sa défense n'était plus là, la droite de Wilder est arrivée directement sur la mâchoire et on a pu voir comment Breazeale s'est effondré comme ça m'a fait penser à un immeuble qui se fait dynamiter. Là. Il tombe d'un seul coup, la base est partie, ses jambes sont coupées, il est tombé tout droit. C'était vraiment impressionnant et je ne sais pas si tu as vu au ralenti les visages des gens qui étaient dans les premières rangées en arrière. Tout le monde avait la bouche grand ouverte, les yeux comme ça. Il n'y en a pas un qui est resté tranquillement sur son siège. Tout le monde était estomaqué par ce coup-là. Ça a dû faire un bruit aux abords du ring, l'impact du poing sur la mâchoire. Et effectivement, pour l'instant, pour moi, c'est le chaos de l'année. Breazeale a un peu critiqué le compte de l'arbitre, a dit qu'il n'entendait pas trop bien, mais d'un autre côté, quand il s'est relevé, il était chancelant pour utiliser un euphémisme. Une chance que l'arbitre est arrivé, les câbles l'ont retenu. C'était la bonne décision à prendre pour d'arrêter le combat, là, tout simplement. Avait aussi été ébranlé plus tôt dans le round, mais s'en était bien tiré, s'était réfugié dans un des coins. Il avait réussi à atteindre Wilder avec 2 droites à ce moment-là. Oui, ce qui avait obligé le champion à reculer un petit peu et à renverser le momentum momentanément parce que Wilder, après ça... Ça n'a pas été long pour qu'il le reprenne. Est revenu. Somme toute, est-ce que tu es un peu déçu du combat? Là, ça s'est terminé de manière spectaculaire. Wilder, il n'y a aucun doute, c'est une belle combinaison. Une belle droite là, qui a mis fin au combat. Par contre, on a senti qu'il y avait vraiment l'ascendant rapidement dans le combat. On n'a pas vu de grands changements qui avaient été opérés par l'entraîneur Virgil Hunter. On disait, par exemple, on avait essayé de travailler sur sa plus grande force pour faire en sorte qu'elle soit encore meilleure. Aussi, travailler sur sa plus grande faiblesse pour que cette lacune-là n'ait pas d'impact dans le combat. Mais on n'a pas vu un boxeur qui, dès le début du combat, semblait en mesure de rivaliser avec le champion. Non, et de toute façon, Breazeale a l'habitude de partir très lentement. C'est un diesel, il prend du temps avant de partir la machine. Wilder le savait, et lui, c'est tout l'inverse. Lui, il commence très très fort, il veut terminer le combat dès le premier round. Il a énormément de KO au premier round. Et c'est là que Breazeale a peut-être péché. Il aurait dû changer sa routine d'avant-combat pour arriver prêt pour ce premier round, plus... peut-être de s'entraîner un peu, de s'échauffer un peu plus durement pour être vraiment prêt pour ce premier round et pas attendre le 2-3e avant de se mettre en marche. Je pense que c'était dans la stratégie aussi de Wilder de commencer plus fort en sachant ce défaut de Breazeale. Mais pour Virgil Hunter, je comprends qu'on n'ait pas vu ça. On n'ait pas vu la main de Virgil Hunter dans le style de Breazeale parce que c'est tout nouveau comme association. Donc un entraîneur ne peut pas du jour au lendemain changer le style d'un boxeur, apporter des ajustements. Tu peux changer la tactique, lui apporter quelque chose de plus stratégique, mais au niveau technique, ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant que
qu'un boxeur puisse emmagasiner l'expérience de son entraîneur. Si tu veux emmagasiner les nouvelles choses qu'il lui apprend, il faut le travailler et retravailler en gymnase. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en un mois ou deux comme ça. Donc c'est normal qu'on n'ait pas vu encore la patte de Virgil Hunter sur Dominic Breazeale. Oui, parce qu'on risque de le revoir, parce que si on regarde ça froidement, ces 2 défaites en carrière, les a subies contre Anthony Joshua et Deontay Wilder. Déjà pire comme défaite à une fiche. C'était peut-être même mieux que ça soit subi comme ça soudain au premier round, parce qu'on n'a pas eu le temps non plus de démontrer de grandes faiblesses. On peut toujours dire, bah, c'est un concours de circonstances, j'ai essayé quelque chose, puis je me suis fait surprendre, donc on va avoir la chance de revenir. Ouais, il vaut mieux perdre par KO comme ça au premier round. Ben, c'est bizarre à dire, mais il vaut mieux perdre par KO au premier round que de se faire dominer pendant 12 rounds. Ça en dit moins sur toi. C'est pas que ça paraît moins bien, que ça paraît mieux parce que tu t'es fait mettre KO au premier round, mais je trouve ça encore pire de se faire complètement dominer pendant 12 rounds et de ne pas être compétitif. Tu parais encore moins bien, je trouve. Tu montres que tu n'es pas au même niveau de boxe, alors que là, tu peux te dire, OK, c'est un coup qui a atteint la cible solidement, je suis tombé, mais s'il n'y avait pas eu ce coup-là, j'aurais pu tenir 12 rounds et être compétitif. Présentement, nous sommes à environ à un peu moins de 2 semaines de la rentrée officielle aux États-Unis d'Anthony Joshua. Il va affronter Andy Ruiz-Fils au Madison Square Garden, pas très loin du Barclays Center qui est à Brooklyn. Est-ce que Wilder a mis de la pression incommensurable sur les épaules de Joshua dans la mesure où lui avait pris Cerrone avant d'arrêter Breazeale? Wilder le fait en 2 minutes et un petit peu plus. Est-ce que tu crois qu'il y a un fardeau incroyable pour le champion unifié britannique? Pas incroyable, mais il y a un fardeau. Parce qu'il l'avait dit avant le combat, Joshua, il avait dit « J'espère que Wilder va pas faire mieux que moi, va pas le mettre KO dans le 7e. » Il a fait beaucoup mieux, il a mis KO au premier. Mais après, on sait que c'est pas le même style entre Wilder et Joshua. Joshua est un peu plus stratégique, plus tactique. Il va prendre son temps, il va installer son jab. Alors que Wilder va sortir comme un lion et il va essayer de te manger tout de suite. C'est aussi dû au style des 2 boxeurs. C'est normal que Joshua est un cogneur, mais je pense qu'il ne cogne pas aussi fort que Wilder. Et il n'a pas non plus les mêmes intentions. Il a plus des intentions de boxer avant de penser au KO, de préparer un peu mieux son KO, de préparer un peu mieux ses attaques. Et donc c'est normal que contre Breazeale, et puis en plus c'était sa première défense de titre, si je ne me trompe pas, pour Joshua, après sa victoire contre Martin. Alors que là, c'est la 9e pour Wilder qui en est à son 41e combat, 42e, alors que Joshua en était à son 16e, je pense. Donc c'était aussi une différence dans l'expérience des 2 boxeurs. Peut-être que maintenant, Joshua mettrait Breazeale KO plus rapidement. On ne le sait pas parce qu'il n'y aura probablement pas de revanche entre ces 2-là. Mais oui, ça met de la pression parce que Wilder a paru très spectaculaire. Tout le monde parle de ce KO. On va sûrement en parler en fin d'année pour les candidats au KO de l'année. Et Joshua, il faut qu'il offre une performance, peut-être pas un KO au premier round, mais une performance spectaculaire aussi pour pouvoir garder son statut de numéro 1. Parce que de la pression, il y en avait beaucoup sur les épaules de Wilder. Parce qu'imagine un instant une défaite, de quelque manière que ce soit. Il a refusé de très, très gros montants de DAZN, dont minimum 40 millions de dollars pour affronter 2 fois Anthony Joshua. Là, on est comme à la bourse, sa valeur a encore une fois augmenté à Wilder. Là, on pointe dans 2 directions, que ce soit un combat revanche contre Tyson Fury ou encore enfin une méga rencontre d'unification contre Anthony Joshua. Là, Wilder a vraiment, on dit au poker, les nuts est en parfait contrôle de sa destinée et il ne pouvait pas mieux faire qu'il ne l'a fait samedi. Ouais, et je penche plus vers une revanche contre Tyson Fury pour avoir après l'apothéose contre Joshua. Mais attention, parce que Fury, à mon avis, aurait peut-être dû gagner ce premier combat à la carte des juges. Il a failli se faire knocker au 2e, mais il aurait pu l'emporter. Ça a été un nul. Je pense qu'il va encore embêter Wilder par sa qualité de boxeur, de sa défense, ses mouvements. Donc, s'il veut avoir ce combat contre Joshua, il ne faut pas qu'il perde contre Fury avant, parce que là, comme tu le dis, comme à la bourse, sa valeur va baisser. Donc, c'est risqué d'aller vers Fury, mais je pense qu'il a besoin de ça parce que ça a été un nul la première fois et que tu ne veux pas rester sur un combat nul, tu veux déterminer un vainqueur quand tu as deux boxeurs de haut niveau comme ça qui s'affrontent.
Reste à voir. Là, il faut évidemment ce monstre à 3 têtes des poids lourds, des combats qui sont rapprochés. Malheureusement, personne s'affronte pour le moment. On risque d'y voir plus clair là, naturellement à l'automne. Je l'évoquais, hein, Joshua 1er juin contre Andy Ruiz-Fils et Tyson Fury, un combat nettement moins intéressant contre Tom Schwartz le 15 juin à Las Vegas. Un autre qui a lancé un message fort, pas tant par ses points, c'est Gary Russell, le fils, qui avait un magnifique gaminet sur lequel il était inscrit « Leo Next, what's up Al ?» Donc, si on traduit très, très librement, « Je veux affronter Leo Santa Cruz, hey Al Heyman, embraye. » Aline Nebi. Russell qui se battait en demi-finale contre l'ancien champion espagnol Kiko Martinez. Martinez a été égal à lui-même, c'est-à-dire il a foncé dans le tas, mais... la fameuse blague, hein, c'est quelqu'un qui voulait rentrer dans la police. La police s'est tassée. Il est rentré dans Gary Russell. Profonde coupure là, qui a incité le médecin à mettre fin au combat. Ouais, Martinez est très prévisible. Et pour un gars qui est technique, qui se déplace bien, qui est surtout très très rapide comme Russell, c'était facile à anticiper, facile à contrer. Il était juste beaucoup trop rapide des mains et des pieds pour Martinez. L'issue du combat, on savait ce qu'elle allait être après 2 ou 3 rounds et la coupure était vraiment profonde, mal placée au-dessus de l'arcade. Donc le docteur a bien fait d'arrêter le combat. Et ce qui est intéressant dans ses commentaires d'après-combat, Gary Russell a dit je suis lié à aucun agent, aucun promoteur et aucun réseau de télévision. Je suis joueur autonome à 100%. On sait qu'il s'était déjà battu à l'époque, son combat contre Lomachenko, même s'il était lié à PBC, s'était battu sur le réseau de Lomachenko qui était HBO à cette époque. Donc Russell va peut-être faire ce qu'il veut. D'un autre côté, ça implique beaucoup de choses parce qu'on sait... ses frères qui se battent sur les mêmes cartes, donc ce serait un incident sur la famille au complet, mais reste qu'on sent qu'il veut vraiment... parce qu'il se bat un rythme d'un combat par année. C'est un boxeur qui est excellent, malheureusement. On ne le voit pas souvent, c'est dommage. Donc, mais c'est rare les boxeurs qui veulent mettre toutes les chances de leur côté comme ça pour pouvoir affronter n'importe qui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient en prendre exemple. Les boxeurs maintenant, c'est normal, tu veux assurer ton avenir financier, mais ont tendance à signer des longs contrats très lucratifs. Lui, il préfère signer soit 1 ou 2 combats et être libre très rapidement pour pouvoir faire ce qu'il veut, affronter qui il veut. Par contre, maintenant, s'il se dirige vers Al Heyman, ça se pourrait que Heyman l'oblige à signer un contrat à long terme parce qu'on sait que c'est ce qu'il veut. Heyman, il veut garder ses jouets avec lui. Et en ouverture de ce programme trip, il y avait Argenis Mendez. Et seras-tu surpris d'apprendre qu'il a livré un verdict nul, un 2e consécutif pour lui? Il avait fait, j'avais oublié ce combat-là contre Arash Ousmani il y a déjà plusieurs années. C'était au mois d'août 2013. C'était un combat de championnat des superplumes de l'IBF. Et là, il a affronté une étoile montante en Juan Heraldez et combat chaudement disputé qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, comme le veut le cliché. Ouais, voilà, c'est un combat nul qui est somme toute logique parce que c'était un combat avec beaucoup de rounds qui étaient très serrés. Ça a été un combat tactique, il n'y a pas eu énormément d'action, pas un gros volume de coups. C'était 2 gars qui s'observaient beaucoup, qui essayaient de placer leurs pieds. Le jab a été important pour Heraldez, qui s'est mieux déplacé, Heraldez, mais qui parfois a été trop passif, il n'a pas lancé assez de coups. Et en face, Mendez a été peut-être un peu plus précis sur ses crochets, notamment son crochet gauche, et qui a bien travaillé. Les deux ont bien travaillé au corps aussi, Heraldez avec son jab, Mendez plus avec son crochet. C'est logique que ça soit un combat nul, mais Mendez, tu l'as dit, c'est le 2e de suite, c'est contre Anthony Peterson à son dernier combat. Ça commence à faire beaucoup de combats nuls pour lui, mais c'est dû à son style aussi, parce que avec le peu de coups qu'il lance, il a aussi une bonne défense, des bonnes esquives et il contre. Donc ça incite l'adversaire à lancer un peu moins de coups. Ça fait des combats où il y a très peu de coups qui sont lancés. Et c'est dur de départager les 2 boxeurs dans ces cas-là. Donc c'est aussi dû à son style, ce fait qu'il ait beaucoup de combats nuls en carrière. La fin de semaine avait commencé sur les chapeaux de roue pour les amateurs de boxe québécois parce que vendredi soir, au cabaret du Casino de Montréal, il y avait un gala d'Eye of the Tiger Management qui mettait en vedette le poids lourd Arslanbek Mamoudov. Il a battu Jonathan Rice. Ça, c'est pas une surprise. Ce qu'on se demandait, c'est combien de temps ça prendrait. Eh bien, on a fallu qu'on se rende jusqu'au 7e round. Ah oui, c'est bien le 7e. Il en totalisait 8 rounds en 7 combats depuis le début de sa carrière. Donc, s'il y a un point positif à retenir, c'est ça. Parce qu'on va être honnête, Rice
est pas venu pour la victoire. Bon, il y a eu tous ces jeux de mots avec son nom, là. Les gens s'en sont donnés à cœur joie vendredi soir, mais il y avait un objectif, c'était survivre, ni plus ni moins. Presque pas lancer de jab. Chaque fois, il dansait autour du ring. Là, ça me fait un peu penser à Martine Chevrier, mais avec son fameux hit des années 80, mais là, je viens de te perdre. Ouais. Mais bon, Madoumov, lui, son entraîneur Marc Ramsey, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il a eu un peu de difficulté avec ces mouvements-là en début de round, mais là, on a fait un petit pas de côté pour faire en sorte que la droite puisse atteindre la cible plutôt qu'être au bout du point, c'est d'être directement dessus. Et ben, à partir de ce moment-là, on a été capable de l'atteindre. Quelquefois, quand même résister à de bonnes claques, Jonathan Rice, mais à un moment donné, l'accumulation fait en sorte que on tombe, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs au 6e, une chute au plancher assez lourde, très très lourde. S'est relevé, a été capable de survivre à la fin du round, et Mamoudov a repris où il l'avait laissé au 7e. Michael Griffin, l'arbitre, a fait preuve d'une certaine forme de courage parce qu'il s'est littéralement lancé dans le tas pour arrêter le combat. Certaines personnes ont dit que ça avait été un peu précipité, mais d'un autre côté, Rice avait mathématiquement aucune chance de l'emporter, et veut pas Griffin, avec ce qui s'est passé à Québec au mois de décembre dernier, il n'y a jamais personne qui va lui reprocher d'arrêter un combat peut-être trop tôt. Surtout, là, on n'était pas dans un combat de championnat du monde âprement disputé. Là. À un moment donné, on sait pourquoi on était là. C'est pour donner des rounds à Mamoudov. Il a eu ce qu'il voulait. On peut passer à autre chose. Et là, Marc Ramsey, dans ses commentaires, a également dit, là, c'est terminé un peu les combats contre les boxeurs qui totalisent à peu près le même nombre de duels en carrière. Bon, lui, il a fait voir des gars qu'on pensait que c'était des toughs, d'autres qui se déplacent. Mais là, à partir de maintenant, ce qu'on veut, c'est des vétérans avec un semblant de nom, et surtout des gens qui vont venir pour gagner. Parce que c'est pas du tout la même game quand le boxeur en avant de toi a les moyens, entre guillemets, d'offrir une opposition. Que ce soit contre-attaquer, rouler avec les coups, ou encore vraiment frapper dans le but de faire mal. C'est pas ça qu'on a vu jusqu'à maintenant depuis le début de la carrière de Mamoudov. Et je pense que Ramsey aussi l'a bien expliqué, c'est que c'est pas rendu là, dans un combat éliminatoire, dans un combat de championnat, de tenter des expériences, puis de se dire « Ah, ben là, on va essayer ça comme ça ». C'est pas grave si ça tourne moins bien. Non, non, non. Là, c'est maintenant le temps d'essayer différents types de boxeurs. C'est quand même intéressant parce que c'est un début de carrière qui est quand même assez fulgurant, et on voit le tout potentiel de ce boxeur, mais il ne faut pas non plus s'emporter. Il va falloir attendre un affrontement contre un boxeur là, qui a moindrement d'expérience, que ce soit en championnat du monde ou encore quelques combats là, pour des places dans les classements mondiaux. Oui, on voit qu'il y a encore des petites choses à améliorer du côté de Makhmoudov. On voit bien évidemment le potentiel. À chaque fois qu'il lance cette main droite, on sent les intentions qu'il y a derrière, c'est de mettre fin au combat sur un seul coup. Mais tu l'as dit, il a eu pas un peu de mal, mais au début, il a eu du mal à s'adapter au début au mouvement de Rice. Et il risque d'avoir quelques adversaires comme ça qui essayent pas de s'enfuir, mais quasiment. Pour Rice, c'était pas mal de s'enfuir. Oh, oui, non, c'était vraiment ça. Pour les prochains, ça va pas être de s'enfuir, mais ça va être de se déplacer pour le faire bouger, pour le fatiguer un peu. Et c'est une question de défense aussi, tu l'as bien expliqué. Rice, il se déplaçait vers sa gauche à lui. Donc quand tu lances ton 1-2 en face de toi, et quand la droite arrive, ton adversaire s'est déjà déplacé. Donc on a vu Marc Ramsey dans le coin lui montrer exactement ce qu'il devait faire, lancer le jab, passer par-dessous en faisant un pas de côté pour lancer sa droite. Et c'est comme ça qu'il a réussi à atteindre Rice. C'est ce qu'il fallait faire, mais c'est des ajustements qui sont peut-être pas tout à fait naturels pour Makhmoudov, qui a plus tendance à foncer tête baissée sur l'adversaire. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau, ça va être des choses qu'il va mettre en application, parce qu'il va retrouver ce genre de mouvement devant lui. Après, c'est un tout début de carrière encore. Ça fait pas longtemps qu'il est passé professionnel. Faut pas tout de suite penser à des combats contre Joshua, contre Wilder. Ça va prendre encore une couple d'années, mais on voit qu'il est en progression et qu'il a tout un potentiel, notamment avec cette force de frappe qui est impressionnante. Et tu l'as dit, Griffin a fait un très bon travail pour arrêter le combat, parce que ce n'était pas un combat à enjeu. Donc il n'y avait pas besoin d'attendre qu'il y ait un KO qui soit plus capable de se relever. Il a été ébranlé, il était chancelant, et on a mis fin au combat parce que c'était le moment de le faire. Donc on va jamais critiquer un arbitre d'avoir protégé un boxeur qui n'était pas venu pour gagner, en plus qui essayait pas de gagner. Donc
aucun problème avec, avec l'arrêt du combat. Son entraîneur, sur les choses à travailler, parlait, je pense que tu l'as évoqué tantôt avec Wilder, c'est la distance entre Mamoudov et son adversaire après avoir lancé un jab. On l'a vu avec Wilder, a tendance à réduire cette distance-là. C'est exactement ce que Ramsey veut voir. A eu l'impression que son boxeur, après avoir lancé son jab, s'il génère autant de puissance parce que les pieds qui sont très, très bien ancrés dans le sol, donc ensuite lance sa droite, sauf qu'il aimerait qu'il se rapproche davantage. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va travailler là, au cours des prochains combats, des prochains mois. Et il a les mains tellement lourdes que de toute manière, même si c'est un petit peu moins fort que quand il a les pieds bien ancrés au sol, ça va quand même être un contact solide. Et de toute façon, quand tu avances, tu mets aussi du poids dans ton cou. Donc ça va aider pour la puissance et ça permet d'empêcher l'adversaire de reculer parce que s'il est au bout du jab et que tu lances à droite après, eh ben, il a le temps de faire un pas de recul et d'esquiver, alors que si tu avances en même temps, il peut faire son pas de recul, il va quand même encaisser le coup. Contre des adversaires qui se déplacent mieux, comme c'est le cas de tous les poids lourds de meilleur niveau, ça va être important d'améliorer ce jeu de pied. Personnellement, pendant ce gala-là, je regardais. Le combat qui m'intéressait le plus, c'est celui de Mathieu Germain. Bon, il revenait d'un verdict nul extrêmement frustrant contre Steve Claggett. Et là, il a blanchi, remporté sur les 3/4 des juges tous les rounds. Un boxeur du nom de José Eduardo Lopez Rodriguez. Germain a mieux fait que les anciens champions du monde, Humberto Soto et Victor Postol, ce qui est quand même assez intéressant. Et autre chose intéressante que Mathieu Germain a dit, parce que son combat était présenté, ça s'est terminé, puis Mamoudov est monté dans l'arène, donc on n'avait pas eu le temps de lui parler après son combat. Il est venu nous voir à la table des journalistes, il a dit, il était avec sa ceinture nord-américaine de l'IBF des superlégers, défendait pour la troisième défense réussie pour lui. Et il a dit, là maintenant, j'espère que je vais être classé parmi les 15 premiers aspirants à l'IBF parce que s'ils ne sont pas prêts à me donner mon classement, la ceinture, j'en veux plus. Il dit, je demande pas, mon classement est mérité, là, je ne demande pas une faveur au monde. Et on a compris que, comme dans n'importe quoi, le jeu des classements, c'est très, très politique. On n'a pas trop voulu nous s'étendre sur les raisons qui expliquent le fait que Germain n'est pas classé dans l'organisation. On se rappelle, avec Francis Lafrenière, ça avait été un peu la même chose. Elle avait mis la main sur un titre mineur de l'IBF après sa victoire contre Renan Saint-Just, puis n'avait pas été classé. On l'a été plus tard quand il a ajouté d'autres titres mineurs à sa taille. Mais dans le cas de Germain, on veut avoir la chance de se mesurer à l'élite. On pense là, que la victoire contre Lopez Rodriguez, c'est un énoncé qui est fort à l'ensemble de la division. Oui, puis pour lui, c'est le moment de passer aussi au niveau supérieur. Ça lui donne pas grand-chose de continuer des combats contre des adversaires comme ça, auxquels il est supérieur. Il a dominé son adversaire grâce à la vitesse de ses mains. Il a dominé la plupart des rounds, c'est pas tous les rounds. Il a montré qu'il était supérieur à ce genre d'adversaire. Maintenant, ça ne sert plus à rien d'en avoir d'autres du même calibre. Il faut passer au niveau supérieur pour lui. Par contre, les 140 livres, c'est une catégorie on va en parler un peu plus tard, où c'est très relevé. Donc, va y avoir des gros défis pour lui dans le top 15. Ça ne va pas être évident, mais c'est la suite logique de sa carrière. Il faut qu'il passe au niveau supérieur. Oui, parce que si on veut affronter des adversaires qui sont moindrement intéressants, il faut avoir, en plus de l'argent, quelque chose d'autre à offrir en retour. Et ce quelque chose-là, c'est un classement mondial. Il n'y a pas un adversaire classé qui va accepter d'affronter Germain parce qu'on dit un fameux high risk, low reward. Donc, et on se dit, ce qu'on nous disait de la bouche du promoteur Camille Stéphane, c'est une fois que Germain va être dans les classements mondiaux, le téléphone pourrait sonner à tout moment parce que c'est pas quelqu'un qui totalise beaucoup de knockouts depuis le début de sa carrière. Donc, sur papier, ça ne représente pas un danger, mais cet individu-là est un gamer qui sait ce qui peut arriver dans un combat de championnat. Pas convaincu qu'il battrait un Josh Taylor, mais ça, on n'en est pas encore rendu là. Mais Germain, lui, et aussi, on lui a demandé, est-ce que tu veux venger ce verdict nul-là contre Steve Claggett? Et il a dit, lui, il s'est fait battre par Junior Ulysse. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de classement. Donc, il va devoir refaire ses classes d'une certaine manière pour que j'accepte de l'affronter. Et ce coup-là, le verdict sera sans appel. Il aurait mérité une victoire dans ce combat-là. Et puis, c'est vrai que ça lui donne rien il y en a des boxeurs qui veulent venger un combat nul pour montrer que c'était vraiment eux le meilleur. Mais là, en même temps, ça lui donne pas grand-chose. Il risque, c'est la même chose que tu viens de dire, la high risk, low reward. Donc,
c'est pas très intéressant pour lui. Ça lui fera pas gagner grand-chose d'avoir une revanche contre Claggett. Mais il y a toujours le temps d'attendre parce qu'on l'a vu avec Junior Ulysse. Lui avait perdu contre Claggett et ça a pris quand même un petit bout de temps. Et là, on avait une ceinture gold à l'enjeu. Ouais. Donc, des fois, juste de patienter un petit peu, il y a peut-être une récompense qui attend au bout de la ligne. Sinon, je surveillais également les débuts professionnels d'Andrei Efremenko. J'avais dit le Mike Tyson russe, mais c'est le Gatti russe. Chute au plancher pour lui au 2e round de son combat prévu pour 4, mais bon, est revenu, il l'a emporté par décision unanime. On nous a dit ça colle bien avec son surnom de Gatti. Et on nous a dit par contre qu'il avait caché une blessure à la main droite. Peut-être pas la meilleure manière de commencer ta carrière. Et bon, il faut toujours faire attention avec les surnoms, les épithètes qu'on donne aux boxeurs pour la promotion. On l'a vu avec le Sidney Crosby de la boxe, et là on le voit avec le Gatti russe. Des fois, c'est un peu lourd à porter. Les attentes sont élevées. J'ai pas été dans l'ensemble extrêmement impressionné. C'est quelqu'un qui boxe la tête par en avant. Ça peut pardonner contre un adversaire plus faible, mais quand on monte les échelons, ça n'a juste ça n'a juste aucun sens. Sinon, samedi, en fin d'après-midi, c'était la présentation des dernières demi-finales des tournois des poids coqs et super légers de la super série mondiale de boxe. Et Naoya Inoue, ton préféré, affrontait le champion des coqs de l'IBF, Emmanuel Rodriguez. Premier round très, très chaudement disputé, mais le monstre s'est mis en marche au 2e. Et là, ça a fait dérailler la chaîne complètement. Une gauche d'anthologie du très, très grand art du boxeur japonais qui l'a emporté officiellement par knockout, mais c'était trois visites au plancher pour son adversaire. Il va affronter Nonito Donaire en finale. C'est un combat qui est super intéressant. Même, je te dirais, il y a quelques années, quand Donaire était champion unifié, je salivrais l'idée de ce combat-là. Mais là, qui va pouvoir arrêter le japonais Inoue? C'est pas la qualité des adversaires qui fait qu'Inoue donne des combats moins intéressants. Au contraire, et on dirait qu'il est encore meilleur quand l'adversaire est de haut niveau. Et là, on parle d'un champion du monde en Rodriguez. On parle d'un champion du monde invaincu. Il n'a même pas tenu 2 rounds contre Inoue. Le premier round a été serré. Rodriguez a atteint la cible plusieurs fois. C'est un gars qui est très fluide, Rodriguez. Mais dès qu'Inoue a atteint la cible solitement, là, c'était terminé, on le voyait. Rodriguez s'est relevé, le nez en sang. Et la qualité d'Inoue, c'est de ne pas être retourné à la tête tout de suite. Il est allé avec son crochet, il a feinté en haut, il est retourné en bas. On a pu voir qu'il frappe aussi fort en haut qu'en bas. Rodriguez s'est plié en deux, il a même regardé dans son coin, il faisait signe non, plus capable de continuer. Je ne veux pas y retourner. Son coin n'a pas arrêté le combat, donc il s'est relevé, il a pris un autre coup au corps, il est retombé. Puis l'arbitre a compris, il a dit ok, c'est bon, on va arrêter le massacre. Inoue est très très impressionnant. La vitesse, l'explosivité, la puissance pour un 118 livres, c'est très très impressionnant. Et puis c'est un package, c'est un tout. C'est pas comme par exemple un Maidana à l'époque qui avait vraiment la puissance, mais qui avait pas le jeu de pied, la vitesse, etc. C'est un gars qui est très très complet. D'ailleurs maintenant, on va en parler, mais il est rentré dans le top 5 livre pour livre c'est ESPN, je pense, et Ring Magazine. Ring, oui. Et en finale contre Nonito Donaire. Donaire a un excellent crochet. Lui aussi, c'est un boxeur qui est capable de mettre KO sur un seul coup avec ce crochet. C'est l'arme qu'il a utilisée pour la plupart de ses KO en carrière. Sauf qu'il y a encore la puissance, mais il n'y a plus la vitesse qu'il y avait avant. Et on a vu Inoue, la vitesse de ses coups. Lui, ça va extrêmement vite. Et en plus, il est capable de les lancer dans plusieurs situations. Et je ne sais pas si tu as remarqué le premier knockdown sur Rodriguez. Il l'envoie quasiment comme un gaucher. Il est à l'intérieur, il a juste ses pieds et il est en ligne droite par rapport à l'adversaire. Normalement, tu as ton pied gauche en avant, ton pied droit. Là, il fait un peu comme ce que faisait Mike Tyson. Il se met les 2 pieds, il a juste ses pieds pour pouvoir développer encore plus de puissance avec sa main avant qui devient quasiment une main arrière. Et le crochet est arrivé direct sur le nez, dans la région nez-menton. Et ça n'a pas mis fin au combat, mais c'était qu'une question de temps. On voyait que Rodriguez n'allait pas s'en remettre. Mais il est capable de faire plein d'ajustements avec ses mains, avec ses pieds. C'est très, très impressionnant, Inoue. Et c'est un gars, à chaque fois qu'il va se battre, il faut regarder ses combats parce que maintenant, il va faire que des combats contre des champions ou des anciens champions, contre des boxeurs de haut niveau. Il a le potentiel de monter de catégorie avec cette puissance qu'il peut amener au-dessus. Il peut amener, je pense, je le vois monter jusqu'aux 130 livres.
peut-être que c'est un peu voir trop loin, mais il a le potentiel de le faire, un peu comme l'avait fait Pacquiao il y a quelques années, de monter, peut-être pas au-dessus de 130, mais parce qu'il mesure 5 pieds 5, c'est pas très très grand, mais je suis sûr que cette puissance, il va l'amener dans les catégories supérieures. Donc c'est un gars qu'il va falloir suivre parce qu'il est encore jeune, 26 ans, et il a toutes les qualités pour être une super vedette. Il l'est à mon avis déjà, mais les petites catégories sont moins populaires que Ça prend plus de temps pour Ouais. être reconnu sur la scène internationale, ça, il n'y a aucun doute. Et je pense qu'il va falloir qu'il monte de quelques catégories, qu'il ait des ceintures dans 4-5 catégories avant d'avoir la reconnaissance qu'ont des Canelo, Alvarez, etc. Donc, à la lumière de sa victoire contre Jamie McDonald, KO premier round, contre Juan Carlos Payano, KO premier round, et maintenant Emmanuel Rodriguez, KO deuxième round. Et faut pas oublier, hein, c'est un ancien champion chez les Super Mimouches, un ancien champion chez les Super Mouches. Faut-il maintenant le considérer comme le meilleur boxeur livre pour livre de la planète? Alors, je l'aime beaucoup, Inoue. C'est un de mes préférés, c'est pas mon préféré, mais je le mettrai pas numéro 1 et ça reste pour moi Lomachenko. Mais il rentre dans le top 5 comme ESPN et Ring Magazine l'ont fait. Pour moi, il y était déjà, mais là, il consolide sa place là-dedans. Où tu le mets, par contre, ça, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on va dire qu'il y a Lomachenko-Crawford qui vont être considérés 1 et 2 par la plupart des observateurs. Tu as aussi Canelo qui est là. Tu as Usyk, à mon avis, qui doit être dans le top 5. Et Inoue. Comment tu mets ces trois-là, 3, 4, 5 ? Je pense que c'est très subjectif. Ça dépend de ce que tu préfères comme style, etc. Je le mettrai 4 ou 5e. J'hésite avec Usyk parce que les deux sont... C'est dur de comparer un lourd léger et un coq. Donc, c'est vraiment une question de style, mais je pense que ce qui sépare Inoue des autres, c'est la manière. Alors, Usyk, il gagne avec la manière aussi, mais c'est en contrôle, c'est technique. Ça finit par des KO comme avec Bellew, mais il prend le temps de dominer l'adversaire, d'un peu le décourager, de l'épuiser et de le terminer, alors que Inoue traverse tous ses adversaires. Là, on parle d'un champion du monde invaincu en Rodriguez, qui est un excellent technicien, de 2 anciens champions du monde, dont un qui avait jamais été mis KO en Payano, et il les a traversés en 4 rounds pour battre ces 3 gars-là. C'est très très impressionnant et je pense que c'est ça qui fait que ESPN et Ring Magazine le placent 4e, c'est qu'il démolit ses adversaires. Il ne fait pas seulement les dominer, il les traverse complètement, il les écrase et c'est ça qui impressionne et qui va faire en sorte qu'il va, à mon avis, devenir une vedette quand il va être un peu plus connu du grand public. Parce que ESPN, c'est un ensemble de journalistes qui votent et ensuite on y va par un système de points. Et certains observateurs qui sont un peu plus influents que d'autres, je pense à Steve Kim d'ESPN, lui a franchi le pas, a dit Inoue est le meilleur boxeur livre pour livre. Même chose pour Mike Coppinger qui, lui, avec PBC, Fox News. Lui je l'avais évoqué il y a quelques semaines, pour lui c'était Canelo qui était le meilleur boxeur livre pour livre après sa victoire contre Daniel Jacobs, et là a dit non, maintenant c'est Inoue à cause de la manière. Bat des boxeurs là, qui sont établis, reconnus, et les fait mal paraître. Et c'est pas à l'usure, comme par exemple Lomachenko, ou comme on a vu toute cette école de boxeurs des pays de l'Est qui, c'est vraiment les fonds craqués. Je pense que Sergei Kovalev nous avait habitués à ça il y a plusieurs années. Là, dans le cas d'Inoue, c'est que c'est d'un coup, là, change complètement l'allure de combat. On l'a vu, là, cette gauche-là contre Rodriguez, et ensuite le coup au corps. C'est qu'il varie aussi. Hein? Il est arrivé, a réussi à l'ébranler avec un coup à la tête, et quand on revient, on change complètement le rythme du combat et on y va au corps. C'est encore plus cruel pour le boxeur et pour le spectateur aussi, parce qu'on dit que ça n'a aucun sens. Des mains là, qui sont extrêmement rapides. On présentait Gary Russell comme le boxeur ayant les mains les plus rapides. On oublie ça, là, c'est Inoue. J'ai de la difficulté à me faire une tête, mais je suis pas contre l'idée qu'il soit considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre, de par le fait qu'il est excellent techniquement, mais tellement spectaculaire dans l'arène, et on voit pas le jour où quelqu'un pourrait l'arrêter. Oui, la seule manière dont il pourrait perdre, c'est pas technique. C'est en montant de catégorie. C'est surtout qu'il peut se faire atteindre. Il s'est fait atteindre par Rodriguez. Et si un crochet arrive à l'ébranler, ou une droite, peu importe, un coup arrive à l'ébranler, ben là, ok.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va vouloir échanger coup pour coup avec lui. Mais c'est très difficile de boxer aussi avec lui à distance parce qu'il est tellement rapide qu'il va t'atteindre quand même. Début du deuxième round, on a vu Rodriguez rester un peu à distance et essayer d'installer son jab. Et il a mangé une droite et un crochet en combinaison. Tout de suite, il a reculé. Et quand Inoue avance sur toi, c'est encore pire parce qu'il peut te coincer, te bloquer dans un coin. Et là, il laisse partir ses mains et c'est terminé. Mais pour revenir sur le deuxième knockdown où il va au corps, c'est le signe que c'est un excellent finisseur. C'est ce que faisait bien Mike Tyson aussi. Tous les très bons finisseurs, quand ils te font mal à la tête, on te dit descends au corps parce que l'adversaire va monter les mains, va se protéger la tête. Ça va peut-être être un peu plus compliqué de passer un coup à travers la garde. Mais par contre, le corps, il est ouvert. Donc même s'il ne tombe pas au corps, ça va baisser les mains et tu vas pouvoir terminer le travail à la tête. Peut-être un mot aussi sur la demi-finale qui mettait en vedette Josh Taylor et Ivan Baranchyk. Taylor étant enfin devenu champion du monde, n'avait pas encore de ceinture officielle, c'est chez les poids super légers. Victoire par décision unanime, quand même des pointages assez serrés compte tenu qu'il y a eu 2 chutes au plancher pour Baranchyk dans le même round, donc 117-109 et 2 cartes de 115-111. Un combat qui a été très excitant pour la simple et bonne raison que Baranchyk a tout laissé dans l'arène. Il y aurait eu 1001 raisons d'abandonner, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à la dernière seconde, il a tenté de passer une knock-out à Josh Taylor, qui s'est fait atteindre à plus d'une reprise, mais en contrepartie a donné plusieurs coups, probablement aussi porté par la foule puisqu'il se battait chez lui à Glasgow, en Écosse. Et la grande question que je me suis posée après ce combat-là, est-ce que c'est possible pour Taylor de battre Régis Prograis en finale? Je pense pas, il va lui donner un bon combat, mais je pense que Prograis est supérieur. En tout cas, ça va être intéressant. Mais on a pu voir dans ce combat-là contre Baranchyk que c'est possible de l'atteindre. Il a quand même contrôlé le combat avec son jab, ses déplacements, mais c'est possible de l'atteindre quand tu es agressif comme l'est Baranchyk. Il avance, il lance beaucoup de coups. Il en a pris aussi, Baranchyk, mais il en a lancé énormément. Il est en excellente condition physique, beaucoup de cœur. Et on a pu voir après les 2 chutes au tapis qu'il s'est quand même relevé, il a encaissé le coup et il a continué. Mais par contre, c'était très bien fait, le premier knockdown. Le deuxième, c'était les effets du premier. Mais le premier knockdown, c'est vraiment Taylor qui se place, il feinte avec sa gauche pour pour provoquer une esquive et une contre-attaque de Baranchyk. Mais après sa feinte, il regarde bien et il l'a timé avec son crochet et puis il l'a atteint de plein fouet. Ça a décuplé la force parce que Baranchyk était en train de faire une esquive, il est revenu dans le coup, il est entré dans le crochet de Taylor. J'ai été surpris qu'il se relève, mais on peut voir physiquement comment il est en excellente condition physique, Baranchyk. Et c'est ça qui lui a permis de récupérer et de continuer. Mais dans un combat contre Prograis, je vois plus l'Américain l'emporter. Je trouve qu'il est plus... pardonne-moi l'expression, mais slick. Défensivement, il est plus fluide, une meilleure défense avec ses esquives un peu inhabituelles. Il descend très très bas, il fait un mouvement de balancier. Je pense que Taylor va lui donner un bon combat. Il est un peu plus grand, une meilleure portée. Il a une bonne force de frappe, Taylor. Il ne faut pas sous-estimer sa force de frappe. Mais Prograis aussi frappe très fort. Il frappe beaucoup au corps. Et je pense que quand tu as un physique un peu longiligne comme celui de Taylor, tu es plus susceptible pour les coups au corps. Et Prograis, on a pu voir contre Elick, premier round, il a envoyé au tapis avec un excellent coup au foie. Donc là, ça va être intéressant, gaucher contre gaucher. Taylor est capable de passer droitier. Il le fait seulement quand il en a besoin ou quand il est à l'aise. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse contre Prograis, mais ça va être une bonne opposition de style, mais j'avantage quand même Prograis qui m'impressionne depuis le début de sa carrière. Un mot très rapide sur Billy Joe Saunders, qui est devenu logiquement nouveau champion des super moyens de la WBO. Il a battu Shefat Isoufi par décision unanime. A été mis en danger une fois pendant le combat, au 6e round, quand il s'est fait envoyer une droite qui l'a propulsé dans les câbles. Et lui, il n'a pas perdu de temps, veut affronter Callum Smith, son compatriote, dans un combat d'unification. Oui, c'était un combat qui ne voulait pas dire grand-chose parce qu'il était nettement supérieur. Isoufi est flat-foot, pardon. Et il avance sans trop bouger la tête. C'était facile à anticiper pour un gars comme Saunders qui s'est amusé avec lui. Petite frayeur, tu l'as dit, au 6e, mais c'était plus un manque de concentration qu'autre chose à mon avis. Il défie Callum Smith, mais je ne suis pas sûr que sa place soit à 168 livres. Je pense qu'il ferait mieux de retourner à 160. Est-ce qu'il est capable de le faire? Ça, non, il prend énormément de poids.
c'est un euphémisme énormément entre les combats. Ouais, Donc, il est ami avec Tyson Fury, hein, qui lui aussi, on a vu, est capable de prendre énormément de poids. Donc, je pense que c'est plus intéressant pour lui d'aller à 160 à cause des adversaires qu'il y a chez les poids moyens, plus payants. Mais là, par contre, un combat britannique contre Callum Smith, ça pourrait être super intéressant. Mais je pense que Smith aurait l'avantage pour lui, juste à cause d'une question de carrure. Smith est beaucoup plus imposant que Saunders. Après, la différence de carrure, la différence de portée surtout, le meilleur moyen de contrer une différence de portée et de taille, c'est le jeu de pied et la vitesse. C'est deux des qualités de Saunders. Donc, je pense qu'il serait capable de compenser. Peut-être pas de battre Callum Smith, mais de lui donner un bon combat. Mais je pense que sa place est vraiment à 160 livres. Sinon, bonne nouvelle pour Eric Bazinian, parce qu'il devient virtuellement premier aspirant à la couronne de Saunders, parce que Saunders était classé premier et son adversaire est Soufi deuxième. Donc, ouais. Saunders est retiré des classements puisqu'il est champion. Il Soufi pas le choix de descendre étant donné qu'il l'a perdu. Donc, mais ce serait très, très étonnant qu'on court après Saunders pour demander un combat de championnat du monde parce que Bazinian est encore un peu vert, a besoin d'expérience. Sinon, Joe Joyce, lui, a quant à lui battu Alexander Ustinov par arrêt de l'arbitre au 3e round. Prochain combat pour lui, 13 juillet. On parlait d'un combat de championnat britannique contre Daniel Dubois. Ça reste encore à confirmer, mais ce serait une affiche assez intéressante. Ça serait à pas manquer, mais Joyce, il a facilement dominé Ustinov. Il a vraiment un style de bulldozer. Joyce, il avance, il prend des coups, mais il les ignore complètement. Et il lance énormément de coups pour un gars de 265 livres. Il est très actif. Il a les mains lourdes et il finit par épuiser l'adversaire. C'est vraiment un truc, là. Il avance et il t'écrase. Par contre, il est un peu lent. Autant des pieds que des mains, on voit des fois des coups qui prennent une éternité à atteindre la cible, qui sont parfois très larges. Et il est très cru comme boxeur. Il n'est pas très raffiné. Il manque un peu de technique. Et Dubois, à mon avis, est mieux poli et lance mieux ses coups. Et il va profiter justement de la lenteur des coups et de la largeur des coups de Joyce. Mais Joyce pèse 25 livres de plus que lui, donc l'aspect physique va être très important, surtout que Joyce, c'est son pain et son beurre. Là. Il va avancer, peser sur toi, lancer beaucoup de coups, même si ça frappe les bras, pour épuiser l'adversaire, pour peser sur lui. Est-ce que Dubois est capable de résister à ça et de lui faire mal tôt dans le combat pour se faire respecter? Je pense que oui, mais la différence de poids va être importante quand même. Peu de choses à se mettre sous la dent dans les actualités cette semaine. Je te dirais rapidement que Jean Pascal affronterait, on va le mettre encore au conditionnel, Marcus Brown le 3 août au Barclays Center de Brooklyn. Ce serait en demi-finale d'un combat de poids lourd entre Konecki et Areola. On sait que ça devait être présenté en juin à Houston. La bonne nouvelle pour les amateurs québécois, c'est pas mal plus simple de se déplacer du côté de Brooklyn. Mais bon, ça n'a pas encore été formellement annoncé. Mais c'est le portrait qui se dessine pour Pascal, qui aura fort à faire, on le rappelle, pour espérer arracher des rounds à Marcus Brown. Ouais, on a compris que ce combat-là, il va avoir lieu. Maintenant, le problème, la question, c'est quand. Parce que c'est pas encore c'était, mais la finale sera intéressante. Kovnacki contre Areola. Ces deux gars, quand tu les regardes, on dirait pas des boxeurs. Là, il y a beaucoup de. C'est pas découpé comme Joe Joyce, on va dire, mais Kovnacki, en parlant de gars qui lancent énormément de coups, lui, est très impressionnant. Passons tout de suite aux événements à surveiller cette fin de semaine. Ce qui est présenté sur la scène locale du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu samedi 25 mai. C'est la première pour New Era Fighting and Promotion. C'est Yann Pellerin qui est à la tête de cette organisation-là, aidé par Groupe Yvon Michel pour l'organisation de la carte. Ça va mettre en vedette Francis Lafrenière. Sinon, évidemment, Yann Pellerin sur la carte, Louis Jourdain, Kevin Monoche, Francisco Cotroni et une rencontre au sommet à saveur locale entre Jean-Michel Poulain et Jean-Michel Bolivar. Je reviens sur Lafrenière. C'est son premier combat depuis sa défaite contre José de Jesus Macias en novembre dernier. Et là, on a appris dans les médias locaux qu'il a vendu son gym pour se consacrer entièrement à sa carrière de boxeur professionnel. Lafrenière, on a peut-être vu les limites. Elle surfait sur une vague incroyable
après sa victoire contre Renan Saint-Just, s'est hissé là, très haut dans les classements, notamment à la WBO, chez les poids moyens. Mais on a vu, rendu un certain niveau, il manquait peut-être un petit quelque chose et je ne sais pas à quel point si c'est en consacrant toutes ses énergies à sa boxe professionnelle parce qu'il y avait des semaines complètement démentielles. S'occuper d'une entreprise dont on est dirigeant à temps plein, c'est tout un contrat. Devait faire beaucoup de voyagements pour s'entraîner au gymnase des frères Grant dans l'ouest de l'île de Montréal. On ne peut pas lui en vouloir de vraiment aller jusqu'au bout de son rêve. Par contre, il y aura fort à faire là, pour espérer ne serait-ce que répéter les exploits qu'il a accomplis dans le passé. Mais c'est tellement l'individu le plus sympathique sur Terre que c'est impossible de ne pas être derrière lui. Et en plus, il est spectaculaire à chaque fois, il donne tout dans le ring, donc c'est sûr qu'on va continuer à le suivre. Après, pour monter les classements, essayer de retrouver la position qu'il avait avant cette défaite, ça va peut-être être compliqué, mais on sait qu'il va tout donner pour y arriver, et on peut que lui souhaiter bonne chance pour y parvenir. Il affronte un boxeur du nom d'Orlando Vasquez, fiche de 10 victoires, 5 défaites. Encore une fois, beaucoup d'action en fin de semaine. Ça va être un feu roulant. Ça commence vendredi soir, 22h, pour les abonnés du UFC Fight Pass. Alfonso Oliveira qui affronte Carlos Villa. C'est présenté à Tucson, en Arizona, et Oliveira est un enfant de la ville. Dans le fond, pour lui, c'est un petit combat de 6 rounds pour se délier les jambes en vue d'un combat contre Josh Torres pour un titre mineur du WBC un peu plus tard cet été. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Oliveira a affronté 2 boxeurs dont on a parlé un peu plus tôt et qui se sont affrontés cette fin de semaine. Ivan Baranchyk à son 2e combat chez les professionnels et Josh Taylor à son 12e. 2 défaites, mais reste que c'est toute une opposition. Et à noter aussi, ça va t'intéresser, les débuts en boxe professionnelle de l'ancien champion du WEC, combattant de l'UFC, Joe Diesel Riggs, à l'âge de 36 ans. Mais c'est le goût d'essayer la boxe professionnelle. Pour s'amuser. Il n'y a pas d'ambition pour devenir champion du monde ou ne serait-ce qu'avoir un titre mineur. C'est vraiment une petite saucette. Ouais, pour s'amuser un peu. Ben, c'est bien. Ça se poursuit samedi 19h sur DAZN. Devin Haney qui affronte Antonio Moran. On sait, la finale devait à l'origine mettre aux prises Alexander Usyk contre Carlos Takam pour ses débuts chez les poids lourds. Mais bon, une blessure a changé le plan de tout le monde. Donc Haney, lui, se retrouve en finale. C'est, on peut dire, l'un des plus beaux espoirs de la boxe professionnelle aux États-Unis. Il est déjà classé 4e au WBC derrière un certain Teofimo Lopez. Donc l'avenir s'annonce très, très radieux pour les boxeurs du pays de l'oncle Sam. Mais bon, Moran, c'est pas un boxeur qui est battu d'avance. Donc, c'est bien évident parce qu'on ne fait pas une finale avec un combat dont on sait déjà le vainqueur. Donné beaucoup, beaucoup de difficultés à José Pedraza l'année dernière. Également à l'affiche, surveiller les gros bonhommes. Ça va faire plaisir à Benoît Brunet, Michael Hunter et Philippe Ergovic. Et on me disait, là, de tous les poids lourds qu'on suit, le Nigérien sur PBC, Ajagba, toute cette cohorte des Jeux olympiques de Rio, Tony Yoka en tête qui avait remporté la médaille d'or, les spécialistes bien locaux, là, je parlais à Yvon Michel et Bernard Barré récemment, on dit que le Croate, là, c'est lui qui a le plus de chances à terme d'être le meilleur. C'est lui qui aurait là, le plus beau talent sur papier. Donc, reste à voir, on signe un important contrat de promotion, donc à surveiller. C'est vrai que c'est un gars qui a un gros potentiel. Je pense que, personnellement, je préfère Ajagba. Je préfère un peu son style aussi, mais c'est vrai que Ergovic est impressionnant et surtout son niveau d'opposition arrive un peu plus vite. Là, son dernier combat, c'était contre Amir Mansour. Son avant-dernier combat était contre Amir Mansour. Il revient de victoire contre Mansour et Kevin Johnson. Ouais, qui sont déjà deux gatekeepers importants. Et c'était quoi, son 5e et 6e combat ou 6e et 7e combat? Donc, c'est très rapide dans la carrière pour affronter des gars comme ça. Johnson, c'est un gars qui se défend bien, qui va te donner des rounds et qui est difficile à atteindre solidement. Il a gagné une décision contre lui, mais il l'a envoyé au tapis. Contre Mansour, ça avait été rapide aussi. C'est un gars qui frappe fort et surtout qui a la taille. Il mesure 6 pieds 6, donc il a la même taille que les champions de la catégorie. Il a le gabarit en tout cas et le potentiel pour arriver au plus haut niveau. Mais j'ai une petite préférence pour Ajagba. Je pense qu'il utilise très bien sa portée, qu'il a peut-être il a lui aussi un très bon potentiel. Il est un peu plus jeune.
En tout cas, c'est sûr que c'est deux des poids lourds, à mon avis, les deux plus beaux espoirs chez les poids lourds. Il affronte Gregory Corbin, qui lui revient d'une défaite par disqualification contre Charles Martin, ancien champion IBF, celui qui avait permis à Anthony Joshua de devenir champion du monde à l'époque. Et dans ce combat-là, Corbin avait montré qu'il n'appartenait pas encore, qu'il n'avait pas grand-chose à faire à ce niveau de compétition-là. Il s'était fait complètement dominer. Et c'est un gars qui était invaincu à ce moment-là, à 38 ans, mais c'est parce qu'il a une carrière très courte, parce qu'il a passé plusieurs années en prison, et il n'a pas trop appris sa leçon, parce que là non plus, il ne respecte pas les règles dans le ring non plus. Ça se poursuit samedi 20h sur Fox Sports 1. Austin Trout qui affronte Terrell Gaucha. Déjà 37e combat en carrière pour Austin Trout, qui est âgé de 33 ans. On rappelle, ancien champion des super mi-moyens de la WBA, revient d'une défaite par décision majoritaire contre Jermell Charlo. C'était en juin dernier. C'était sa 3e défaite en 4 combats. Mais les adversaires, c'est les jumeaux de Charlo et Jarrett Hurd. Quand même. Et là, il ne cherchait pas un nouvel entraîneur, mais là, il s'est accoquiné avec Rob Garcia qui s'occupe du conditionnement physique. Et Garcia lui a dit, moi, je viens en paire avec Floyd Mayweather père. Donc, voilà une association particulière. Gaucha, lui, c'est un ancien Olympien, a perdu contre Erislandy Lara en 2017. Son dernier combat, c'est une victoire assez rapide au premier round contre Joey Hernandez. Donc, on se doute, on met en scène deux boxeurs qui ont connu des petits bas. Et là, on se dit, le gagnant va revenir dans le mix pour un combat peut-être contre Charlo, Jarrett Hurd aussi qui a perdu à son dernier combat. Donc, on peut, disons, brasser la soupe et obtenir quelque chose d'intéressant. Oui, et je donne avantage à Trout qui a plus d'expérience et pas facile à atteindre, qui se déplace bien. À chaque fois, ça a été contre des bons boxeurs, soit techniques, soit un gars comme Hurd qui l'a épuisé physiquement et puis qui a fini par avoir le dessus par épuisement, on va dire. Et là, contre Gaucha, je pense que le niveau est un peu plus bas et qui va réussir à faire parler sa technique. Mais par contre, tu en as parlé de tous les combats qu'il a fait, là, ces 3-4 derniers adversaires. Précédemment, il s'était déjà battu contre Miguel Cotto, Canelo Alvarez. Donc, c'est des combats qui laissent des traces et il est peut-être un peu usé, malgré... il n'est pas très vieux, à 33 ans, mais il a pris beaucoup de coups dans sa carrière. Sinon, également en demi-finale, un espoir chez les poids moyens, Chardell Booker, qui affronte un certain Wale Omotoso, qui lui a déjà perdu contre Jesse Vargas, l'ancien champion du monde. Oui, Omotoso, c'est un Nigérian qui était avant basé en Australie, qui maintenant est aux États-Unis. C'est un gars qui a quand même de la puissance, mais qui a plus d'expérience que Booker, bien évidemment, qui en est encore ça va être son 15e combat, Booker. Il a plus d'expérience, mais il a moins de talent. On s'attend à ce que Booker gagne, mais à ce que Omotoso lui donne des rounds et lui donne un peu de difficulté avec sa main droite. Il y a encore de l'énergie. Un dernier gala, samedi 22h en direct sur les ondes de TSN 5. Masayuki Ito qui affronte Jamel Herring. C'est deuxième défense du titre des superplumes de la WBO du japonais Ito qui lui affronte son 9e aspirant à sa couronne. Herring, c'est un ancien membre des Marines. Qui a gagné plein de tournois réservés aux membres des forces armées. Et lui profite dans le fond d'un nouveau départ avec Top Rank parce qu'il était avec Al Haymon dans le passé. Donc, rencontre fort intéressante. D'un autre côté, Herring est largement négligé pour ce combat. Oui, à chaque fois, Herring, qu'il a augmenté son niveau de compétition, il a dû s'incliner. Bon, c'est 2 fois, mais c'est les 2 seules fois où il a eu un adversaire du même calibre, on va dire, que Ito. Ito m'avait impressionné quand il a remporté le titre c'était contre Christopher Diaz. Il lui avait infligé sa première défaite et il avait vraiment dominé Diaz en étant actif, en lançant, en étant précis. J'avais bien aimé son style. C'est un gars, Ito, qui n'a pas eu de carrière amateur et qui pourtant a une belle technique. Généralement, les gars qui n'ont pas eu de carrière amateur sont un peu crus, sont un peu bruts, alors que lui, il est plus technique, mais c'est un Japonais, il avance sans arrêt. C'est un gars qui a beaucoup de cœur, qui va échanger qui va accepter les échanges coup pour coup et donc qui donne généralement des bons combats. Je pense qu'il va l'emporter contre Herring et ça va être intéressant parce que Miguel Berchelt, le champion WBC, sera aux abords du ring. On s'entend que c'est pour mousser un combat d'unification et dans le cas d'une victoire du japonais Ito, un combat entre Ito et Berchelt serait à mon avis très intéressant. Et pour boucler la boucle, j'évoquais le nom de Pedraza un peu plus tôt, mais il va se battre sur cette carte.
il va affronter Antonio Lozada. Pour Pedraza, c'est son premier combat depuis qu'il a affronté un certain boxeur que je connais pas trop bien, Vasily Lomachenko, et il avait fait la limite contre lui. Ouais. Donc, un des rares qui a été capable de faire la limite contre Lomachenko. Un petit bémol à ça, Lomachenko revenait de son opération à l'épaule droite et on a pu voir qu'il lançait pas il n'a pas lancé un seul crochet dans ce combat-là. On a pu voir la qualité de son crochet à son dernier combat. Donc, mais Pedraza est aussi un boxeur qui est très responsable défensivement, qui se déplace bien, qui a une carrure qui était plus grand que Lomachenko. Donc c'est aussi grâce à son style qui s'est pas fait passer le KO par Loma. Mais là, contre Lozada, il devrait avoir le dessus. C'est vraiment un combat de retour. Mais Lozada, il s'était fait connaître en battant Félix Verdejo, l'espoir portoricain. C'était en mars l'an dernier. Donc c'est un gars qui est capable de réaliser des upsets comme ça. Sauf que Pedraza est beaucoup plus sérieux que Verdejo. Et à mon avis, n'est pas prêt de se faire surprendre par un gars comme Lozada. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine et mettre la table à ce combat d'Anthony Joshua. Donc, c'est ce qui complète le tour de l'actualité pour cette semaine. Comme à l'habitude, bien, je vous invite à visiter notre page Facebook, le compte de 8 ou encore nos différents comptes Twitter, que ce soit @FPaquin, RDS ou encore @AdrienMeur. Je vous rappelle que c'est possible de nous écouter chaque semaine sur Spreaker, iTunes, Google Play Music, Spotify, YouTube et pourquoi pas la zone vidéo de rds.ca. Donc, au nom d'Adrien Meur et de l'alambiqueur de la mise en onde, Tim Fournier, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!